Bastien Lachaud, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je parlais de bras de fer. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le président de la République refuse le scrutin du peuple. Aujourd'hui, il y a un bloc, une coalition, le Nouveau Front Populaire, qui est arrivé en tête. C'est à cette coalition de former un gouvernement. Et après, ce sera aux différents groupes au sein de l'Assemblée nationale de prendre leurs responsabilités pour voter ou non les mesures programmatiques que nous proposerons ou faire tomber le gouvernement. Mais tenter de construire un bloc, etc., tout cela est une vue de l'esprit. Aujourd'hui, tant les Républicains que ceux dont on nous avait dit que peut-être au sein du UNFP, ils seraient tentés on dit qu'ils ne voulaient pas de cette alliance. Donc aujourd'hui, on a un camp présidentiel qui a été défait aux élections européennes, défait au premier tour, qui est arrivé troisième force au premier tour des élections législatives, qui est aujourd'hui derrière le Nouveau Front Populaire à l'issue du second tour de l'élection législative, qui essaye de conserver le pouvoir de manière totalement antidémocratique. Vous confirmez qu'à 9h03 mardi matin, Emmanuel Macron ne vous a toujours pas appelé, vous la gauche? Toujours pas. Alors que dans n'importe quelle démocratie européenne, le parti ou le bloc qui est arrivé en tête des élections est en charge de composer un gouvernement, qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas. Constance Le Grip, je rappelle, vous êtes dans le camp d'Emmanuel Macron, vous venez de la droite, hein. Oui, clairement. Vous venez de la droite, clairement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore eu ce coup de fil? À quoi joue Emmanuel Macron ce matin? Je ne crois pas que le président de la République soit en train de jouer à quoi que ce soit. Je crois qu'il est quand même sain de se poser quelques instants, de faire une analyse en profondeur de ce scrutin, de voir exactement comment se composera définitivement l'Assemblée nationale. À l'heure où nous parlons, la composition définitive des différents groupes, intergroupes, blocs, appelez ça comme vous voulez, n'est pas encore connue. Il y aura certainement encore quelques députés que la gauche qui soit choisiront. Le premier bloc. Et qu'en même temps, il faut entendre très clairement les messages de tous les électeurs, les préoccupations, les aspirations, les inquiétudes de tous les électeurs qui se sont C'est ce que vous avez fait pendant 2 ans élections en gouvernant à coup de 49.3. aux élections, voilà, le 49.3 uniquement sur les textes budgétaires. Attendez. Bastien Lachaud, s'il vous plaît. Nous n'avions pas réussi à construire, effectivement, je l'avoue, contrairement à ce que j'escomptais, ce que j'espérais, c'est pourquoi je travaillais, une coalition. Je crois que maintenant, il faut être tout à fait clair. Il y aura, je l'espère, de la part d'hommes et de femmes de bonne volonté, peut-être la création d'une coalition, on appelle ça comme on veut, enfin d'un rassemblement qui, très clairement, pour moi, ne peut pas être constitué autour du nouveau Front populaire. Je le dis comme je le pense. Donc, pour vous, comment dire, l'évidence que d'appeler la gauche aujourd'hui pour aller à Matignon, ne s'impose il n'y en pas a du pas. tout. Je suis assez d'accord avec ce que dit Madame Yael Braun-Pivet. Ça Guillaume ne s'impose Tabar, pas du tout, ça ne correspond pas à ce qui a et comme message par les électeurs et les électrices, qui n'ont pas adhéré à l'intégralité du programme économique social du nouveau Front populaire. Ça me semble assez évident. Ce matin, ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement que les logiques politiques se heurtent à l'arithmétique. Car il y a 2 réalités incontournables. La première, c'est que la coalition du nouveau Front populaire est arrivée en tête dans la nouvelle, pas en voix, mais en tête dans la nouvelle Assemblée qui a été élue dimanche. C'est une réalité incontournable. Autre réalité, c'est que cette coalition est très très loin d'avoir une majorité absolue pour gouverner. Troisième réalité, il n'y a à ce jour aucune autre majorité arithmétique. Évidemment pas le RN qui est arrivé en 3e position, mais on a beau faire les additions, alors, sauf à dire comme certains qu'on peut faire un gouvernement qui aille des communistes à leur invoquer, mais en termes de cohérence, ça paraît quand même compliqué. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune alternative. Donc il faut bien trouver une solution. Moi, j'ai 2 questions à poser à Monsieur Lachaud. Eh ben, allez-y, ça tombe bien, il est là. C'est que, puisque vous dites que, en tant que force arrivée en tête, vous avez la légitimité pour être appelé au gouvernement. Dans l'hypothèse où le Rassemblement national aurait eu 182 députés et serait arrivé première force à l'Assemblée nationale, est-ce que vous auriez dit de la même manière sur ce plateau, Emmanuel Macron doit de toute urgence appeler Jordan Bardella pour lui proposer de former le gouvernement? Première question. Et deuxième question, la France insoumise a toujours défendu la 6e République. Or là, j'ai le sentiment que vous accrochez à une logique qui est purement 5e République, qui consiste à dire, voilà, il y a une logique du scrutin majoritaire, une logique d'un camp qui arrivait en tête. Le président se doit de respecter ça. Est-ce que finalement, au nom de la logique de la 6e République que vous avez longtemps défendue, vous ne devriez pas admettre qu'il y a une pluralité de scénarios possibles? Bastien Lachaud et ensuite Franck Alizio. Bastien Lachaud. Déjà, sur la première question, elle ne se pose pas. Le Rassemblement national avait dit « Nous ne souhaitons pas gouverner en majorité relative ».
Donc la première question ne se pose pas. Non, si, ça se pose quand même. Non, Eux, ils avaient refusé. Ils avaient refusé cette option. Nous ne la refusons pas. Nous sommes responsables. Nous sommes aujourd'hui la seule force qui est légitime à exercer le pouvoir ou, du moins, à tenter de constituer un gouvernement. Responsabilité faite aux autres forces de l'Assemblée nationale de faire tomber ou non ce gouvernement. Et donc d'accroître l'instabilité du pays. Ça, c'est la première question. Sur la deuxième question, bien sûr que nous sommes toujours favorables à la 6e République. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un cadre de la 5e République. Et dans le cadre de la 5e République, nous devons faire avec. Il n'y a pas de dissolution possible de l'Assemblée nationale d'ici un an. Donc il faut gouverner. Nous sommes prêts à gouverner sur notre programme pour appliquer notre programme avec la majorité que les Français nous ont donnée. Vous nous direz dans un instant où vous en êtes justement de ces tractations, mais Franck Alizot, une question. Quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario qui émerge de toutes ces discussions, vous serez dans l'opposition? Oui. Enfin, selon toute logique, sinon c'est travailler avec l'extrême gauche ou travailler avec le bloc macroniste. Enfin, le bloc macroniste, c'est plus un bloc. Il n'y a pas de voilà. On est en train de goûter. Enfin, personne autour de cette table n'a l'âge de l'avoir connu, mais nous sommes en train de goûter aux délices de la 4e République, avec une chambre, non pas introuvable, mais ingouvernable, avec deux options, mais qui nécessiterait une clarification dans les deux cas. Parce que, en effet, l'option défendue par Yaël Braun-Pivet, c'est-à-dire d'une grande alliance de Madame Rousseau à Monsieur Wauquiez, paraît très compliquée. Pas du tout ce que défend Madame Yaël Braun-Pivet. C'est la seule manière d'avoir une majorité. Et oui, c'est arithmétique, encore une fois. Non, il y a d'autres arithmétiques. Et la deuxième option... La seule majorité absolue, pour avoir la seule majorité absolue, il faut aller effectivement, sans doute, des communistes... à Laurent Wauquiez, Édouard Philippe, etc. Pour avoir une majorité absolue, aujourd'hui, on verra tous les scénarios tout à l'heure, on n'en a pas trouvé. Et la deuxième option est tout aussi compliquée. Mon voisin c'est si l'extrême gauche veut gouverner, elle devra gouverner pour trouver les 100 manquants avec le bloc macroniste. Non. Donc, avec comment alors? Par exemple, vous avez un point avec la démocratie. Vous avez dit, déjà quand on met responsable extrême gauche, moi je trouve qu'il y a un hiatus, mais vous avez un point avec la démocratie, vous êtes à moins de 200. Comment vous arrivez à 289? On a reproché à Jordan Bardella d'être honnête intellectuellement pendant la campagne en disant non, à 270, je ne pourrai pas gouverner parce que je ne pourrai pas tenir mes promesses. Alors je vais peut-être apporter une partie de la réponse. Franck Alizot, et je voudrais entendre Pierre Jacquemin là-dessus. Fabien Roussel dit ce matin, interview au Midi Libre, première étape, Emmanuel Macron appelle la gauche avec une minorité autour de 180, 190, très bien. Et ensuite, il explique que le camp d'Emmanuel Macron s'engagerait à ne pas voter de motion de censure et s'engagerait en réalité à rester calme et à laisser la gauche gouverner. Dans quel monde est-ce que ça existe? En tout cas, c'est le cocu qui paie la chambre d'hôtel. C'est l'hypothèse la plus raisonnable, je pense. Il y a 3 leçons qu'il faut retenir du scrutin de dimanche. La première, c'est que l'immense majorité des Français ont rejeté l'extrême droite et elle se retrouve aujourd'hui en minorité face au bloc centriste et le bloc de gauche à l'Assemblée nationale. Le deuxième enseignement, c'est la succession de défaites du camp central, du camp macroniste, les européennes, puis le premier tour, puis le second tour. Donc les Français ont aussi rejeté le projet d'Emmanuel Macron. En revanche, le troisième enseignement, c'est que les Français ont souhaité mettre la gauche, le bloc de gauche, en tête. Donc effectivement, la logique voudrait qu'Emmanuel Macron laisse la gauche former un gouvernement. Et laisser la gauche vous former un gouvernement, c'est pas seulement nommer des gens à des postes, ou à Matignon, à la présidence de l'Assemblée nationale, c'est aussi laisser la gauche mettre ces mesures en œuvre. Je veux dire, les Français ont plébiscité le SMIC à 1600 €. Pardon. Vous dites, certes, il n'y a pas d'adhésion au programme économique, social et régalien. Savez-vous quand même que la gauche, si vous avez été en responsabilité, et c'est au cours de ces 2 derniers quinquennats, c'est parce que la gauche vous a fait élire contre l'extrême droite. Vous n'en avez pas tenu compte. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs dit. Emmanuel Macron avait d'ailleurs dit, ça m'oblige. Je pense que la gauche devrait avoir le même raisonnement, mais en mettant en application le ça m'oblige. La gauche a conscience qu'une partie de ses députés, elle les doit à une mobilisation de l'électorat macroniste, parfois l'électorat à droite. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est quand même la gauche qui s'est mobilisée pour faire élire des députés macronistes. Et ce qui fait que le bloc central, on dit qu'il s'en sort bien. Il s'en sort bien, le bloc central, mais il s'en sort bien. Contre des candidats. Moi, j'ai été réélu contre une candidate LFI. Vous êtes l'exception. Mais reconnaissez quand même que c'est l'immense. Plus de 70% de l'électorat de gauche n'a pas hésité une seule seconde à voter pour vous ou un candidat de droite contre l'extrême droite. Non, pas pour vous, mais pour votre famille politique. Je me suis votre famille politique, vous appartenez à une famille politique.
politique. Et dernière chose, et après je laisse la parole évidemment, mais il faut pas oublier une chose, c'est que je crois que plus personne aujourd'hui ne fait que c'est bien unanimité au sein de cet hémicycle, c'est l'unanimité contre Emmanuel Macron. Même le bloc central aujourd'hui n'a plus confiance en Emmanuel Macron. Donc si demain il devait y avoir une majorité comme Emmanuel Macron le souhaite de centre droit, il y a une partie des macronistes qui vont pas adhérer à ça. On voit bien d'ailleurs qu'il y a une tentative de sortir une partie des députés macronistes pour essayer de réfléchir à une majorité, peut-être pas absolue, mais en tout cas relative, avec le bloc de gauche. On peut penser qu'il y a une vingtaine, une trentaine peut-être de députés macronistes qui voudront faire l'alliance avec la gauche et pas avec la droite. Vous verrez, dans un instant, on sera à l'Assemblée en direct parce que c'est la rentrée, on voyait l'image à l'instant, c'est la rentrée de bon nombre de députés. Aujourd'hui, les écologistes le font maintenant, les insoumis tout à l'heure, ce sera à 10h. Vous en êtes où des tractations à gauche ce matin? Mais les discussions avancent bien sur la question de la méthode et surtout sur la constitution d'une équipe. Parce que c'est ça. C'est pas uniquement le nom du Premier ministre que vous cherchez. Mais non, parce on a beaucoup insisté là-dessus depuis 48 heures. Mais c'est une erreur parce que nous sommes une coalition et évidemment c'est la composition d'une équipe qui va nous permettre d'aboutir et d'être en responsabilité et de mettre Emmanuel Macron en face de ses responsabilités. Non, attendez, comment ça va se passer? C'est en gros, vous mettez sur une feuille de papier le nom du Premier ministre, différents ministres possibles, le nom de présidence de l'Assemblée, etc., un certain nombre de postes, et vous amenez ça à l'Élysée en disant voilà comment. On ne va pas amener ça à l'Élysée. D'ailleurs, c'est la Constitution. Je tiens à préciser et à rappeler la Constitution. C'est le Premier ministre qui propose un gouvernement. Oui. C'est d'abord le chef de l'État qui le nomme. Il doit appeler le Premier ministre. Évidemment. Et donc nous en revenons au point de blocage. Emmanuel Macron est constamment celui qui crée les blocages dans notre pays. C'est pas un point de blocage. Reconnaissez qu'on peut prendre le temps de regarder la composition définitive de l'Assemblée, d'analyser en profondeur. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Il n'y a pas d'urgence absolue. Il y a un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui assume un certain nombre de missions essentielles. Il y a des dates. Il y aura des dates, mais il est temps aussi de réfléchir et de ne pas se précipiter et de ne pas céder à vos oukases et à vos préconisations fortes. Non mais attendez, la démocratie, j'entends très bien la démocratie, j'entends les messages de tous les électeurs et de toutes les électrices. Et vous les entendiez aussi quand vous avez fait la retraite à 64 ans par 49.3. C'était un engagement de campagne. Non, on est de campagne. S'il vous plaît. Plusieurs choses. Déjà, il y a des dates. L'installation de l'Assemblée nationale, l'élection de la présidence, c'est le 18. Le 19, c'est l'élection du bureau. Ce bureau, il est aussi déterminé en fonction des groupes qui se déclarent d'opposition et de la majorité. La majorité, à quoi? À partir du moment où le président a refusé de nommer un gouvernement issu des urnes. Bon, ce n'est pas donc on a là un problème. Y compris à l'intérieur du nouveau Front populaire, il y a des voix très différentes mais arrêtez de louvoyer. Je ne louvoie pas du tout. Vous louvoyez parce qu'il n'y a que vous aucune dites raison de céder à vos oukases et de se précipiter. Il n'y a pas de question d'oukase. Il y a des échéances institutionnelles. Le 19, il faut que nous puissions, nous députés, nous déclarer de la majorité ou de l'opposition. Donc il faut que le 19, le président de la République ait désigné un Premier ministre. Il n'y a aucune obligation constitutionnelle en la matière. Le 19, c'est dans 10 jours. Hein. Si ça continue 10 jours comme ça, on va être bien. Exactement. Vous savez, il y a d'auttres pays où ça prend des mois. Oui, mais on n'a pas l'habitude. Non, on n'a pas l'habitude, mais peut-être qu'on peut essayer d'être un peu... On va revenir sur la méthode dans une seconde. On a nommé un Premier ministre. S'il vous plaît, Bassana. Permettez-moi de rappeler 3 points à ce niveau du débat. Le premier, une réalité démocratique. Rappelez qu'en termes d'électeurs, c'est quand même ce qui compte, même si le mode de scrutin est tel qu'il est, on ne le conteste pas, nous on ne conteste pas les résultats des élections. C'est qu'il y a eu 10 millions d'électeurs pour le Rassemblement national, 7 pour l'ensemble de l'Union de la gauche. Je compte pas ceux de Ciotti. Avec ceux de Ciotti, nous avons 400 000 voix d'écart entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Est-ce que je peux parler? Oui, mais vous mentez. Non, c'est 400 000 voix d'écart. Je mens pas. On est à 12 millions si on compte Ciotti. Vous êtes à 7 millions. Et du côté de Macron, surtout pardon. 7 millions, vous allez loin. 7 millions, vous allez en dessous. Avec les électeurs de Ciotti, oui. Juste une chose, Francaliso, sur ce point-là précisément, tous les partis ne partaient pas à égalité sur cette ligne de départ du deuxième tour. Vous le savez très bien. Il n'y avait pas autant de candidats dans tous les camps. Donc, cette comparaison-là, elle est un peu... Voilà. Elle vaut pour le premier tour, disons. Exactement. Eh bien, elle vaut pour le premier tour. Ça reste une réalité démocratique. Bien. Mais le mode de scrutin est tel qu'il est. Deuxièmement,
l'intervention de monsieur Roussel est intéressante puisqu'elle révèle une vérité, c'est-à-dire que si la gauche arrive, l'extrême gauche selon moi, arrive au pouvoir et se maintient au pouvoir, ce sera avec la complicité, la passivité d'Emmanuel Macron et des macronistes à l'Assemblée nationale. Donc ils seront complices à la mise en place d'un programme qui sera gaucho, islamo-wokiste. Nous serons très nombreux à refuser cela. Je ne suis pas une exception, je ne suis pas la seule. Je l'espère. C'est pour ça que je le souligne. Beaucoup de réflexions qui seront menées de manière accélérée si on devait voir le nouveau Front populaire réussir à imposer ce qu'il, à mon avis, à ce stade, impose dans le discours et dans les faits. On l'a entendu, dès 20h et quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon a préempté les prises de parole et a essayé d'écraser, je dirais, les prises de parole de ses alliés. Donc nous serons nombreux pour terminer, Franck Alizot, là-dessus. Le message des électeurs a été très clair. Je l'espère, et c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que si la gauche arrive l'extrême gauche, selon moi, lorsqu'on a monsieur Raphaël Arnaud dans ses rangs, on est l'extrême gauche, monsieur, un triple fichier S. Donc député. Maintenant. Donc aujourd'hui, eh bien oui, je suis désolé. Oui, quand quelqu'un de dangereux est député, donc à partir de là, voilà, nous avons les choses qui sont posées. Voilà, si la gauche arrive aux affaires, alors c'est parce que il y aura passivité et complicité. En réalité, ce que dit la gauche, ça nous ramène cette fois-ci au début de la Troisième République, à MacMahon. Elle dit au président: soumettez-vous ou démettez-vous. Voilà. Il se soumet ou il se démet. Moi, j'ai une question de méthode, Guillaume Tabar. Est-ce que le président de la République, alors, vous allez devoir vous mettre dans la tête du président, mais peut ou va d'abord appeler la gauche et dire: OK, allez-y, tentez, et on voit ce qui se passe, ou il peut directement aller à une étape numéro 2, qui aurait peut-être les faveurs de Constance Le Grip, c'est-à-dire d'appeler quelqu'un, soit du bloc central, soit de droite, du côté des Républicains, pour dire: allez-y, tentez de monter une majorité. Alors, institutionnellement, il n'est tenu à rien. Il fait ce qu'il veut par rapport au choix du Premier ministre. Politiquement, c'est vrai que les deux sont possibles. Il peut dire: je commence par confier, comme faisait sous la 4ème République, on confie une mission d'exploration au camp qui est arrivé en tête, ou on recherche une coalition. Les deux, c'est deux logiques différentes. On peut préférer l'une ou préférer l'autre, mais en soi, il n'y a pas de... tous les deux respectent les institutions, etc. Tout à fait. Mais maintenant, prenons les choses chronologiquement, puisque c'est quand même aussi une des questions qui se posent. Là aussi, rappelons le texte de la Constitution. Nous avons le président de la République et lui seul qui nomme le Premier ministre, et ensuite, M. Lachaud vient de le rappeler, le Premier ministre propose au président de la République la liste du gouvernement. C'est quand même le président qui nomme, mais enfin c'est le Premier ministre qui propose. On voit bien qu'il y a deux moments distincts. On voit bien aujourd'hui la volonté du nouveau Front populaire de dire: allez, on désigne une équipe globale. Mais je pense que c'est aussi en partie pour masquer le problème de la désignation du Premier ministre. La meilleure preuve, je termine juste sur ce point, M. Lachaud, la meilleure preuve, c'est que dans mon souvenir, qui n'est pas besoin de remonter très longtemps, il y a 2 ans, je me souviens de quelqu'un qui avait fait campagne en disant: élisez-moi Premier ministre. C'était Jean-Luc Mélenchon. Il s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Donc, il montrait bien que sur le plan de la crédibilité politique, il fallait incarner une alliance, et qu'il l'avait incarnée à l'époque. Donc, il y a la question, effectivement, qui sera Premier ministre? Et une autre règle qui avait été rappelée pendant la campagne, notamment par votre parti, par la France Insoumise, c'est que il fallait que ce poste de Premier ministre revienne à la formation qui arrivait en tête au sein de coalition. On voit ce jour que, pour l'instant, sur la base des appartenances actuelles, la France Insoumise, c'est environ 75 députés, plus ou moins un. Le Parti Socialiste, c'est autour de 65 députés. Il se murmure depuis hier que François Ruffin, sortant LFI, mais un petit peu en délicatesse avec Jean-Luc Mélenchon en ce moment, pourrait partir avec, dit-on, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez nous dire, avec une 12aine de députés, et faire le choix d'aller carrément au groupe socialiste. Si c'était le cas, le groupe socialiste deviendrait en tête. Est-ce que, si c'était le cas, vous considéreriez que la fonction de Premier ministre revient... Pierre, est-ce que vous avez les mêmes bruits qui vous reviennent que Guillaume Tabar? Il y a forcément François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière ont été mis de côté par la France Insoumise. Donc ils siégeront pas au sein de la France Insoumise. Et donc ils vont... François Ruffin ni Clémentine Autain. Ouais, enfin... On les a investis. Bon.
Ok. Ah oui. C'est eux qui refusent de siéger avec le groupe politique qui les a investis. Là-dessus, mais en tout cas, ils se retrouvent effectivement à ne pas pouvoir siéger avec la France insoumise. Donc du coup, ils vont forcément travailler soit avec le groupe communiste, soit avec d'autres alliances possibles. On peut imaginer qu'il y a une alliance, je sais pas moi, les communistes se retrouvent quand même avec un nombre de députés quand même beaucoup moins important que la dernière fois. Donc on peut imaginer qu'ils forment un groupe avec les écologistes. Enfin bref, ils y travaillent en tout cas, c'est certain en ce moment. Je ne crois pas que ce soit avec le groupe socialiste, que ce soit en discussion. Sauf pour faire cette bascule dans l'ordre d'arrivée des groupes. Oui, peut-être, on verra. C'est les discussions qu'on a en ce moment. Mais moi, ce qui me frappe, Maxime, depuis le début de votre émission, c'est quand j'entends Constance Le Grip, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez gagné cette élection. Mais pas du tout. Mais vous donnez cette sensation que vous voulez pas rendre le pouvoir, et vous dites que c'est autour de vous que doit se faire la coalition. Non, alors que j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Constance Le Grip, je voudrais juste terminer. Vous donnez cette impression-là, je trouve, pas du tout. à dire c'est autour de nous, et c'est ce qu'on entend aussi, pas que vous, autour de l'ancienne majorité présidentielle, de dire c'est autour de vous le bloc central que doit se faire cette future coalition. Mais c'est quand même vous qui avez perdu à 3 reprises à chaque élection. Donc comment voulez-vous aujourd'hui que les Français comprennent que, alors que vous avez perdu à 3 reprises, c'est vous qui allez devenir le bloc central à partir duquel on doit former des coalitions. C'est pour ça que il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, et je pense que tout le monde là, quels que soient les blocs, doit avoir en tête, c'est que cette élection va avoir généré des frustrations de partout. L'électorat centriste va être frustré, l'électorat du Rassemblement national va avoir dit, il va dire d'ailleurs qu'on lui a volé la défaite à cause du Front républicain. Comment ? On lui a volé la victoire. On lui a volé la victoire à cause du Front républicain. Et la gauche, qui arrive en tête, on lui refuse le pouvoir aujourd'hui. Donc forcément, ça génère des frustrations. Donc il faut faire attention quand même, parce que l'enjeu, c'est quand même, je pense que s'il y a eu le Front républicain qui a fonctionné, je vais prolonger. Oui, mais vous allez pouvoir répondre. Je vais prolonger la question de Pierre Jacquemin pour vous, Constance Le Grip. Est-ce que vous dites ce matin, et même question pour Guillaume Tabar tout à l'heure, qu'il faut passer à l'étape numéro 2 tout de suite? Emmanuel Macron ne doit pas appeler la gauche, il faut tout de suite tenter un bloc avec l'ensemble d'ensemble, justement, et les LR. Alors moi, je n'ai aucun conseil à donner au président de la République. Je respecte intégralement les institutions de la 5e. Mais j'ai un souhait, je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas du tout d'adhésion majoritaire dans le pays à l'intégralité des propositions. Je suis parfaitement conscient du fait que nous avons perdu les élections et je ne suis pas du tout ici. J'essaye de défendre mes convictions. Je sors d'une campagne où j'ai affronté deux candidats en triangulaire. J'essaye d'être tout à fait lucide quant à la teneur des messages et des préoccupations qui ont été exprimées par les électeurs de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, que je remercie de m'avoir renouvelé leur confiance. Mais en même temps, si je puis dire, il y a quand même des réalités qui s'imposent et je ne crois pas, vous avez vous-même dit, le nouveau Front populaire, nous allons appliquer notre programme, etc. Je crois que tout cela, pour le coup, est clairement inexact. Il n'y a pas eu d'adhésion pleine et entière à l'intégralité des propositions parties par le nouveau Front populaire. Et ça n'est pas là-dessus que les Français se sont prononcés et les Français n'adhèrent pas à l'intégralité de ces propositions. Et pour moi, comme pour beaucoup d'autres, il est hors de question de soutenir un gouvernement. Je voudrais qu'on parle quand même du fond, parce que la personnalité, les jeux d'appareils, coalition, pas coalition. Oui, mais enfin, il faudrait qu'on parle aussi des Parlons de la retraite à 64 ans. Je suis tout à fait Attendez, on parle de ça dans une seconde. Mais oui. Mais alors, j'y suis vraiment aussi. Et vous venez de vous nous avez dit que la retraite à 64 ans, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. C'était dans le programme. Bien sûr. Et vous pensez vraiment que les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen adhéraient à son programme? Non. Et donc là, ce que vous nous reprochez... Et donc vous pensez que les gens qui ont voté contre le RN pour vous, ils adhèrent à tout? Vous avez empêché d'appliquer votre programme et de dire nous sommes légitimes pour le faire. Mais vous nous expliquez que nous ne serions pas légitimes pour appliquer notre programme. Il y a eu des débats à l'Assemblée. On est bien là dans le double langage. Pas du tout. Je suis très clair pour ce qui me concerne. Jamais je ne soutiendrai un gouvernement qui se donnera comme feuille de route les propositions. S'il vous plaît, on vous entend pas. On vous entend pas. Non. D'abord, on va écouter ce qui est prévu, c'est-à-dire Jean-Pierre Raffarin. Parce que vous n'êtes pas la seule sur cette ligne-là. Jean-Pierre Raffarin, Gérald Darmanin et d'autres. À la droite. On écoute Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. J'assume. Il y a un bloc central qui, s'il se rassemble, fait 222 députés à peu près, 220, et auquel cas, c'est le premier groupe. Auquel cas, aujourd'hui, les Républicains peuvent imposer ce qu'ils souhaitent à un gouvernement, à Emmanuel Macron. Il faut bien que les LR se disent que c'est eux ou c'est LFI. Donc la responsabilité sur les épaules de LR. Si les LR disent non, nous ne voulons rester que tout seuls dans notre coin, ça veut dire qu'on confie les rênes en partie à LFI. Ça, c'est une responsabilité très lourde.
La clé est chez LR. Et vous dites qu'il se trompe, Pierre. Oui, il se trompe. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie des macronistes qui ont compris la leçon, en tout cas qui reconnaissent que la défaite, elle est liée aussi parce qu'ils ont trop gouverné à droite, ils ont mené des réformes libérales, illibérales parfois, des réformes... Illibérales. Oui, ou des réformes qui étaient des réformes qui donnaient raison à l'extrême droite. Et je pense qu'effectivement, il y a une partie des macronistes qui considèrent que... franchement, illibéral. Enfin, c'est presque de la diffamation. Si le macronisme, bah oui, je le considère. Si le macronisme, c'est le en même temps, je récuse totalement. Si le macronisme, illibéral, franchement. Constance Le Grip, si le macronisme, c'est le en même temps, peut-être que le en même temps est venu de passer à la jambe gauche et qu'il y a une partie des macronismes qui n'accepteront jamais de faire une alliance avec la droite. Donc je pense qu'ils se trompent en imaginant qu'il y a une majorité relative avec le bloc central et les Républicains. Par ailleurs, les Républicains, pour avoir entendu quand même M. Wauquiez, je suis pas sûr qu'il ait envie de donner cette raison, qu'il ait envie de donner en tout cas cette et c'est logique. Les électeurs ont condamné la politique d'Emmanuel Macron. Comment voulez-vous que les Républicains se rachètent une santé politique en allant faire une alliance avec ceux que les Français ont condamnés? C'est pas possible. Ne parlez pas il faut qu'on aille à l'Assemblée. Vous avez raison. Vous voyez bien que les Français vous ont donné une défaite à 3 reprises quand même. S'il vous plaît, il faut qu'on aille à l'Assemblée parce que je le disais, c'est ce matin. Avant, ça, on a bien compris. C'est ce matin. S'il vous plaît, tout. nous allons à l'Assemblée. Perrine Vasque nous attend, puisque c'est ce matin que les écologistes, les Insoumis ensuite tout à l'heure, en tout cas que les députés font leur rentrée. Perrine, je le disais, c'est donc au tour des écologistes d'arriver. Oui, absolument, c'est le grand jour, Maxime. Ici, ça y est, les arrivées en grande pompe se font depuis hier. On voyait des petites arrivées comme ça au compte-gouttes, mais non, les arrivées groupées, c'est bien pour aujourd'hui. Les écologistes sont en passe de passer cette porte bleue qui a ouvert ses portes un peu avant 9 h ici à l'Assemblée nationale. Ils sont attendus place du Palais Bourbon, juste en face de moi. Et puis, à 10 h, ce sera les Insoumis. Vous l'avez donc noté, pas d'arrivée groupée pour le nouveau Front Populaire. En tout cas, ce qui devait se passer, les dernières informations qu'on avait, il y avait une petite demi-heure d'écart entre les écologistes et les Insoumis. Les socialistes, eux, ce sera pour 15 h. Nous avons vu quand même quelques députés arriver ce matin. Laurent Wauquiez, nouvellement élu, qui a fait une entrée toute discrète, sans parler au micro, sans s'arrêter devant les caméras. Nous avons vu également quelques députés du Rassemblement national arriver, néo-députés, qui nous disaient leur déception de ne pas être assez nombreux et que oui, il y avait des erreurs qui avaient été faites. Il faudra tirer des leçons, nous disent-ils. L'arrivée en grande pompe pour le Rassemblement national, c'est plutôt demain qu'elle est prévue. Les erreurs, merci Perrine Vasque, les erreurs côté RN, on en parlera dans un instant, Franck Alizio. Je veux d'abord qu'on fasse un point sur le calendrier avec les éclaireurs et avec Fanny Wegscheider, parce que on voit bien que tout ça va pouvoir prendre du temps et on ajoute un élément dans tout ça, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Quel est le programme du président dans les jours qui viennent? Un programme chargé, regardez, pour ce mois de juillet et mois d'août. Vous voyez le président qui déjà va se rendre aux États-Unis pour participer au sommet de l'OTAN demain et jeudi, donc participation à cette 75e anniversaire du sommet de l'OTAN où il sera aux côtés de 31 autres dirigeants de l'Alliance Nord-Atlantique. Évidemment, il reviendra ensuite pour présider le 14 juillet la fête nationale à Paris, où exceptionnellement le défilé se passera sur l'avenue Foch à cause des aménagements des Jeux Olympiques qui empêcheront donc sa tenue habituelle sur les Champs-Élysées. Jeux Olympiques auxquels évidemment participera Emmanuel Macron. Ça commence avec la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Les JO qui se poursuivent pour la partie olympique jusqu'au 11 août prochain. Et quel est le programme à l'Assemblée cette fois? Alors à l'Assemblée nationale aussi, il va falloir organiser ce nouvel hémicycle après ces élections législatives anticipées. Donc aujourd'hui, depuis hier déjà, les nouveaux députés ont été accueillis et le 18 juillet marquera l'ouverture de cette nouvelle session parlementaire et de cette 17e législature avec l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale qui siégera donc au perchoir en succession à Yaël Braun-Pivet qui est restée 2 ans. Le 20 juillet ensuite à l'Assemblée nationale, les députés éliront les présidents des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, dont la puissante commission des finances qui réglementairement est attribuée à l'opposition. Et puis autre date importante également, ce sera le 2 août où, comme le veut la Constitution, 15 jours après l'ouverture de la session parlementaire, ce sera donc la fin de cette session parlementaire. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. Voilà pour le calendrier. Je voudrais qu'on se plonge dans les différents scénarios de coalition. Mathématiquement parlant, pour voir à quel point ça va être très très compliqué. On a choisi 4 scénarios. D'abord, une majorité de gauche stricte, j'allais dire, autour du nouveau Front Populaire, qu'on a un peu élargi aux divers gauches, pour tout vous dire. On arrive, nous, alors si on peut voir ça dans l'hémicycle, on arrive à 194
194. Vous voyez un peu plus, Bastien Lachaud? Plutôt 198. Bon, nous on était à 194. Dans cette perspective-là, vous risquez d'être renversé tous les 2 jours. Alors non, pas forcément. Ça suffit. Une fois suffit. Mais je pense que ce n'est pas ce qui se passera. Je pense que déjà nous pouvons appliquer beaucoup de nos mesures par décret et un certain nombre de mesures que nous proposerons seront majoritaires à l'Assemblée nationale. Typiquement, on en revient à la question de la réforme des retraites. Voilà. Il n'y avait pas de majorité pour faire adopter la retraite à 64 ans. D'ailleurs, le gouvernement a dû le faire passer par 49.3. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger cette réforme des retraites. Avec le RN, d'ailleurs. Avec le RN? Avec les Républicains. Attendez, avec les députés avec les Républicains, comme vous y allez, pas avec les Républicains. Par définition, pour l'abrogation. Pour l'abrogation. Pour la nouvelle réforme. Pas pour une nouvelle réforme, mais pour l'abrogation pure. Nous sommes cohérents, oui, nous promettons quelque chose à nos électeurs, nous votons en fonction de ces promesses dans l'Assemblée. Donc vous assumez d'avoir besoin de nos voix. Non, on n'a pas besoin de nos voix. Alors vous avez besoin de nos voix. Vous avez besoin c'est mathématique. Ça ne marchera pas, monsieur. C'est la démocratie. Alors attendez, on va reprendre des choses. Il y a 577 députés qui se prononceront sur nos mesures. C'est les Français les ont envoyés, ils se prononceront sur nos mesures. Okay. Voilà. Quel qu'il soit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je dise à ces députés, on vous expulse de l'Assemblée nationale? Je signale juste que lorsqu'Emmanuel Macron, enfin la majorité d'Emmanuel Macron obtenait des voix du Rassemblement national sur un certain nombre de textes, que ce soit la loi d'immigration, les lois de programmation, etc. Vous dénonciez, vous parliez même d'accords indignes, parce que le RN votait des textes. Bon, oui, mais en fait, est-ce que ce qui était vrai pour lui devient faux pour vous? Là, on parle de progrès humain, on parle de progrès social, on ne parle pas de réforme raciste ou réforme xénophobe. La diffamation. La question sur j'assume. Assumez que je considère que c'est de la diffamation. Juste le point important, c'est important ce que vous venez de dire. Donc vous considérez par exemple que la loi de programmation pour la justice, pour les armées et pour la police, ce sont des lois racistes, c'est bien ça? Je n'ai pas dit ça, je pensais à la loi asile et immigration, en l'occurrence, qui comportait des volets quand même particulièrement xénophobes. Ce sont 3 lois de programmation qui ont été votées par les députés du Rassemblement national. Je pense que il y avait une grande différence. S'il vous plaît, le global comportait des volets libéraux. Non, attendez, ce qui a été voté il y a quelques mois. Il n'y a que sur la loi immigration que le gouvernement Macron a réussi à faire passer un texte grâce aux voix du Rassemblement national. Sur la loi de programmation militaire, personne n'a voté contre à part les communistes. Donc il n'avait pas besoin des voix du Rassemblement national. J'ai mon scénario numéro 2, Bastien Lachaud. Oui. J'ai mon scénario numéro 2. Alors, je pense que là, c'est de la science-fiction, mais bon, au vu de ce qui vient de se passer sur ce plateau. Coalition de gauche, alors sans vous, sans les insoumis, avec la majorité, l'ex-majorité. Oui, l'ex-majorité. C'est-à-dire, mais pour l'instant, sans LR, sans UDI, etc. Juste ça, c'est un peu plus costaud, c'est 279. Mais est-ce que ça tient, Constance Le Gris? C'est-à-dire, en gros, des communistes à vous. On va pas au-delà, Est-ce que ça tient? Alors, ça n'est pas du tout mon souhait. Alors après, je ne veux pas faire des spéculations, ça tient pas, etc. Ça n'est pas du tout là-dedans que moi, je peux me reconnaître. C'est très clair. Et le problème que ça demande, et on va le voir aussi avec le scénario numéro 3, c'est que ça demande, Pierre Jacquemin, de casser le nouveau Front populaire. Est-ce que ça, aujourd'hui, comment dire, ça pourrait exister? Est-ce qu'il pourrait y avoir rupture au sein du Front populaire? En gros, une bonne partie du Front populaire qui mettrait de côté les insoumis. Bastien Lachaud dit non. C'est pour ça que je vous pose pas la question, c'est pour demander à Pierre Jacquemin. Je ne le crois pas non plus. Je pense qu'il y a une coalition qui est solide. Si le Parti socialiste est aujourd'hui dans une coalition comme celle-ci, c'est parce que Olivier Faure a réussi à redonner une crédibilité de gauche au Parti socialiste. Et je pense qu'il a eu le courage de le faire avec la NUPES. Il a le courage de le faire dans cette coalition qui est le nouveau Front populaire. Et il a été très clair sur ce sujet. Pas d'alliance contre nature. On s'est battu contre la Macronie. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire des accords avec la Macronie. C'est à eux de se mettre d'accord, de voter le programme du nouveau Front populaire une fois qu'ils seront au gouvernement. Non, mais hors de question. Le programme du nouveau Front populaire. Vous avez raison, pas tout le programme, mais une partie. Vous aurez la responsabilité de dire aux Français, si la gauche gouverne demain, de dire ah ben non, on a voté contre l'augmentation des salaires. Ah ben non, on a voté contre l'impôt fiscal. Oui, j'assume. Nous voterons contre. Je sais que vous assumez. Vous êtes le matraquage fiscal qui ne concerne que 8% les plus riches des Français. Je vous donne mes 2 derniers scénarios. Je vous donne mes 2 derniers scénarios. Et on les étudiera tout à l'heure en profondeur. 3e scénario, c'est une coalition du camp présidentiel avec la droite. On en a beaucoup parlé. Là, on arrive à 231. C'est pas non plus l'Himalaya 231 en termes de majorité. On est loin de la majorité absolue. Et dernier scénario, la méga coalition des communistes à Édouard Philippe. Là, on est à 321.
on explose complètement la majorité absolue. Mais alors, est-ce que ça tient des communistes? Mais vous savez, pour faire quoi? Maxime, vous savez, il y a quand même une chose qui peut rassembler l'ensemble des formations politiques. Je suis désolé, mais c'est vrai que ce qui s'est passé dans le vote de dimanche, on a vu le regain de mobilisation. Il y a quand même cette volonté du peuple français de reparlementariser notre vie politique. Et je pense que s'il y a un an d'immobilisme possible, si Macron empêche la gauche de prendre le pouvoir, s'il y a un an d'immobilisme, il y a peut-être un accord possible, c'est au moins de réfléchir à une rénovation ou à une réforme de nos institutions. Tout le monde fait le constat aujourd'hui, je pense qu'on a des institutions qui sont complètement obsolètes. Convoquer une assemblée constituante. Oui, on va parler du RN. Attendez, on va parler du RN. Non, mais je peux réagir sur les 4 scénarios. La vérité est entre le deuxième et le dernier scénario. En tout cas, dans le calcul du président de la République, c'est ça. C'est-à-dire gauche plus le camp présidentiel, briser le nouveau Front populaire pour récupérer les socialistes et les écologistes, et ensuite faire un gouvernement. Allez, je lance même des noms, vous voyez, pour l'incarner, avec par exemple Madame Delga et Monsieur Xavier Bertrand, Madame Delga Premier ministre, Monsieur Xavier Bertrand ministre d'État de ce gouvernement, qui serait, en gros, c'est le macronisme de gauche. La différence entre le macronisme version originale et le macronisme de gauche, c'est un peu plus d'impôts et un peu plus d'immigration. C'est tout. Et de l'autre côté, vous avez la parole. Le vrai calcul de l'extrême gauche, en réalité, c'est abattre la Ve République. Vous venez de le dire. C'est abattre la Ve République, et nous ne serons pas du côté de ceux qui veulent abattre les institutions. C'est clair, c'est net. Moi non plus. Information.